Bien, bonjour à toutes et à tous. Cette année, le cours va porter sur la cartographie syntaxique et ses interfaces. Des interfaces entre la composante syntaxique combinatoire et les systèmes qui s'occupent des sons et des sens. Voilà un petit programme du cours. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer vraiment sur les ingrédients de base du calcul syntaxique. C'est des choses très, très basiques et fondamentales. Mais je pense qu'il est toujours utile de réfléchir aux fondements de ce que nous faisons. Puis la prochaine fois, on va introduire la cartographie de la phrase en particulier, la notion d'interface. Et puis le 7 juin, on se concentrera sur certaines notions qui concernent l'interface avec le sens, deux types de propriétés sémantiques. La sémantique argumentale, c'est-à-dire qui fait quoi à qui dans l'événement qui est décrit par la phrase, et la sémantique de portée-discours, c'est-à-dire il y a dans le langage des opérateurs des entités qui lient des variables qui ont certaines portées, qui expriment tout cela dans certaines positions syntaxiquement caractérisées. Et il y a aussi des propriétés discursives ayant à voir avec des articulations comme topique commentaire, comme focus présupposition, des propriétés qui sont aussi exprimées syntaxiquement. Donc on va voir quelles sont les propriétés et syntaxiques et interprétatives de ces différents aspects. Le 14 juin, on va s'occuper de description et explication. Donc les projets cartographiques ont une certaine capacité de découvrir des généralisations empiriques qu'on observe à travers les langues. Ces résultats descriptifs engendrent immédiatement la question de l'explication, c'est-à-dire pourquoi on trouve exactement les généralisations qu'on trouve et non pas d'autres généralisations imaginables. En d'autres termes, est-il possible de connecter déductivement les généralisations qu'on observe à un système plausible de principes généraux qui régissent le langage? Donc on va discuter de tout cela. Puis le 21 juin, je voudrais me concentrer sur deux notions proches mais aussi distinctes, la notion de sujet et la notion de topique. La proximité consiste dans le fait que les deux mettent en jeu une sorte de prédication de quelque type, un sujet-prédicat ou un topique commentaire. Mais il y a aussi des différences importantes qu'on peut caractériser et positionnellement, donc et structurellement et interprétivement. Et puis on va conclure le 28 juin avec la question de l'acquisition des structures cartographiques. Structures cartographiques sont des structures complexes. Comment est-ce que l'enfant arrive à maîtriser ce système complexe? Voilà donc le projet. Il y aura une série de séminaires qui auront lieu immédiatement après mes cours. Donc on commence aujourd'hui avec Jeremy Kuhn de l'École normale qui va parler de langue de signes. Entre autres, ce séminaire et aussi le séminaire suivant de Carlo Cecchetto la semaine prochaine seront interprétés en simultané en langue de signes française. Okay, donc je vais essayer de terminer un peu plus tôt aujourd'hui pour permettre au système de l'interprétation de se mettre en place. Ensuite, le 7 juin, Richard Kane, l'un des grands maîtres de la syntaxe comparative, va parler de ses idées sur la micro-comparaison entre les langues. Puis le 14 juin,
trois linguistes, Bianchi, Bocci et Kruskina, spécialistes respectivement de sémantique, de phonologie et de syntaxe, vont proposer une analyse intégrée d'une construction qui est très centrale pour les études cartographiques et plus généralement pour les études de syntaxe, c'est-à-dire ce qu'on appelle les constructions WH, avec un anglicisme, les constructions interrogatives sur un constituant utilisant des éléments comme qui, quoi, où, etc. Puis le 21 juin, Benjamin Spector va nous parler encore de questions et de relatives du point de vue de l'interface syntaxe-sémantique. Et puis le 28 juin, le dernier séminaire qui sera donné par Isabelle Charnavel et Dominique Sportiche sur le rôle du mouvement dans les dépendances référentielles. Qu'est-ce que c'est que les dépendances référentielles? Par exemple, les dépendances entre un antécédent et un pronom, ou entre un antécédent et une anaphore. C'est des dépendances qui typiquement sont traitées comme indépendantes du mouvement, mais le mouvement peut en effet avoir un rôle aussi dans l'expression de ces dépendances. Voilà donc l'ensemble des cours et séminaires. Il y aura aussi un colloque sur une journée, le 18 juin, ce sera un mardi, je pense, sur Syntactic Cartography and African Languages, donc ce sera en anglais. L'étude des langues africaines a apporté beaucoup d'éléments à l'étude cartographique et réciproquement, la recherche cartographique a fait avancer l'étude des langues d'Afrique. Et donc, on va avoir toute une série de présentations de grands spécialistes de linguistique africaine dans cette journée. Mais on aura le temps d'en parler plus en détail dès que la date du colloque approche. Voilà. Donc, commençons dès le début. Vous avez là une belle photo de Chomsky, un jeune Chomsky. Je voudrais partir d'une question qui est vraiment tout à fait basique pour le travail de Chomsky, pour tout le travail de la grammaire générative, et non seulement, évidemment, c'est-à-dire la question de la portée illimitée des capacités linguistiques humaines. Dans sa thèse de doctorat, Chomsky présente de manière très claire dans les toutes premières pages de la thèse le problème de la manière qui est indiquée ici. Prenons la première citation. A speaker of a language has observed a certain limited set of utterances in his languages. Donc nous avons une expérience limitée. Nous avons entendu un nombre limité de phrases dans notre langue. On the basis of this finite linguistic experience, he can produce an indefinite number of new utterances which are immediately acceptable to other members of his speech community. Donc, sur la base de cet ensemble de départ qui est nécessairement fini, nous avons la capacité de produire un nombre indéfini de phrases, de nouvelles phrases, de nouveaux énoncés, qui sont immédiatement reconnus par les autres dans notre communauté. Donc, comment est-il possible qu'il y ait une telle familiarité avec quelque chose qui est constamment nouveau? J'ai mis une autre citation de 10 ans après, mais cette question a été absolument constante pendant toute la longue carrière scientifique de Chomsky et de la grammaire, dans l'histoire de la grammaire générative. J'aurais pu prendre une citation des années 2000 avec les mêmes caractéristiques. Alors, comme j'avais souligné déjà l'année passée, c'est une question qui a des racines anciennes. Et donc, nous trouvons une caractérisation extrêmement efficace et moderne de cette question chez Descartes, dans le discours de la méthode. Nous lisons dans ce texte que cette capacité de créer des phrases toujours nouvelles est ce qui permet de distinguer l'homme et l'animal. Même un homme qui n'est pas très brillant est quand même capable d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours
par lequel ils fassent entendre leurs pensées. Et qu'au contraire, il n'y a point d'autre animal, tant parfait et tant heureusement né qu'il puisse être, qui fasse le semblable. Donc c'est une capacité qui distingue de manière systématique l'homme et l'animal de manière qualitative, et donc c'est quelque chose qui ne serait pas explicable si leur âme n'était d'une nature du tout différente de la nôtre, dit Descartes. Et puis immédiatement après, Descartes observe aussi que c'est le type de propriété qui permet de distinguer l'homme de la machine. Donc, il y a aussi cette fameuse citation, car on peut bien concevoir qu'une machine soit tellement faite qu'elle profère des paroles, mais non pas qu'elle les arrange diversement pour répondre au sens de tout ce qui se dira en sa présence, ainsi que les hommes les plus hébétés peuvent faire. Donc, n'importe quel homme peut faire cela, peut combiner des mots, mais les machines de l'époque, bien sûr, ne sont pas capables de faire cela. J'ai continué la situation aussi parce que il y a des considérations que Descartes fait qui sont extrêmement modernes et qui s'appliquent à des débats modernes et contemporains. Donc, Descartes observe, bien qu'elle fisse plusieurs choses aussi bien ou peut-être mieux qu'aucun de nous, donc il parle des automates, des machines, elles manqueront infailliblement en quelques autres, par lesquelles on découvrirait qu'elles n'agissent pas par connaissance, mais seulement par la disposition de leur organe. Donc par la disposition de leur organe, on pourrait dire par certains petits trucs, des ruses de programmation, donc quelque chose de ad hoc qui permet à la machine de résoudre certains problèmes, mais pas de manière généralisable. Car au lieu que la raison est un instrument universel qui peut servir en toutes sortes de rencontres, ces organes ont besoin de quelques particulières dispositions pour chaque action particulière. Donc il faut faire quelque chose de spécial dans un automate pour chaque pratique, pour chaque question particulière que l'automate essaye d'aborder. Mais il n'y a rien de comparable à l'universalité de notre raison. Alors, vous voyez bien sûr des échos ici de questions modernes, par exemple toute la question du test de Turing pour distinguer l'homme et la machine, mais aussi de discussions très très récentes de la dernière année pratiquement sur la possibilité d'une intelligence artificielle générale. Le thème est abordé de manière déjà claire et extraordinairement moderne par Descartes. Alors, comme ceux qui ont suivi le secours l'année passée peut-être s'en souviennent, on peut observer qu'il y a encore un élément totalement actuel dans l'observation de Descartes, en ce que les large language models, ChatGPT par exemple, on avait discuté une série de cas l'année passée, et je veux peut-être revenir brièvement là-dessus, est capable de traiter le langage de manière remarquable, mais le système manifeste encore des difficultés systématiques par rapport à certaines propriétés ayant à voir, par exemple, la structuration hiérarchique des énoncés linguistiques, des phrases, des propriétés qui sont parfaitement accessibles à l'enfant de 5 ans. Donc, on avait essayé de souligner certains aspects ayant à voir, par exemple, l'interprétation des pronoms. L'année passée, on en avait parlé, et on va brièvement revenir là-dessus. Voilà, quelques années avant Descartes, Galilée avait déjà parlé de cet aspect central et fondamental de la combinatoire linguistique dans son Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, une présentation du système copernicain en termes aussi de ces découvertes récentes qui avaient porté des arguments empiriques extrêmement forts en faveur de cette vision
systématique. Mais dans le dialogue, qui est un travail de divulgation scientifique extraordinaire, Galilée parle de toutes sortes d'autres questions. Il inclut la question de la combinatoire linguistique. En particulier dans le contexte d'une discussion sur quelle est la manifestation la plus extraordinaire du génie humain. Il y a toutes sortes de propositions qui sont faites parmi les participants au dialogue. Quelqu'un parle des découvertes géographiques, quelqu'un parle de l'art de la Renaissance, des découvertes scientifiques, etc. Mais un participant, Sagredo, dit en effet, peut-être la plus grande invention du génie humain a été l'invention de l'écriture alphabétique. Parce que c'est un système qui offre un moyen de comunicare i suoi più reconditi pensieri, donc de communiquer les pensées les plus cachées à n'importe quelle autre personne, et avec quelle facilité. Con i vari accozzamenti di 20 caratteruzzi sopra una carta, donc avec les différentes dispositions d'une vingtaine de petits caractères sur une carte. Donc Galilée est étonné par le caractère extraordinairement simple, presque banal, du système de l'écriture, qui a un pouvoir extraordinaire, le pouvoir de pouvoir communiquer nos pensées les plus cachées, les plus diverses aussi, à n'importe quelle distance de lieu et de temps. Alors, Galilée, justement, souligne le fait que le système de l'écriture est une technologie, n'est-ce pas, donc une invention. Mais c'est une invention qui est fondée sur une observation empirique, sur l'observation que le langage est un système fondamentalement combinatoire. Donc, on part de quelques dizaines de sons, on les combine pour former quelques centaines ou quelques milliers de morphèmes, puis on combine les morphèmes pour former des mots complexes, jusqu'à pouvoir former un ensemble potentiellement illimité de phrases. Les termes de Galilée, vraiment la manière de Galilée d'exprimer ses propriétés, avait été reprise quelques décennies plus tard dans un ouvrage spécifiquement linguistique, dans ce cas, la grammaire générale raisonnée d'Arnaud et Lancelot. Arnaud et Lancelot avaient fait le même type d'observation, mais directement en termes de langue naturelle, non pas de système d'écriture, non pas de technologie d'écriture. Et donc les langues naturelles sont caractérisées par l'usage de composés de 25 ou 30 sons à partir de cela. Donc cette infinie variété de mots qui permet d'exprimer tous les divers mouvements de notre âme. Voilà, donc, mais comment ça peut fonctionner? Quel est le principe, le secret de la combinatoire du langage? La question avait été reprise et formulée de manière très efficace au début du XIXe siècle par von Humboldt. Donc la langue, selon von Humboldt, fait un usage infini de moyens finis. Mais comment ça peut fonctionner? Qu'est-ce que ça veut dire faire un usage infini de moyens infinis? Et ici, la pensée de Chomsky a donné une contribution fondamentale. Ici, j'ai repris une citation de son fameux compte-rendu du livre de Skinner, Verbal Behavior, où Chomsky dit comment on peut procéder pour résoudre cette sorte de question. À partir d'une critique du behaviorisme, il observe que la capacité de projeter un corpus fini d'objets sur un ensemble infini de phrases ne peut pas être traitée par des termes génériques comme extension analogique ou analogie. Ces termes sont beaucoup trop vagues pour pouvoir caractériser la question d'une manière scientifiquement intéressante et utile. La question est précisément pourquoi
tous les apprenants, tous les utilisateurs du langage font certaines analogies concevables et ne font jamais d'autres analogies également concevables. Et donc c'est quelque chose de plus complexe. Il faut une notion plus riche et plus structurée. Alors de quoi s'agit-il? Selon l'approche présentée dans ces travaux dans les années 50, regardons la dernière phrase. It appears that we recognize a new item as a sentence, not because it matches some familiar item in any simple way. Donc, ce n'est pas une simple correspondance caractérisée de manière simpliste et générique, but because it is generated by the grammar that each individual has somehow and in some form internalized. Donc, c'est le fait que nous avons intériorisé un système computationnel, une grammaire, qui engendre ce type d'éléments. Et c'est de cette manière que nous reconnaissons un item nouveau comme faisant part de notre capacité linguistique. Nous pouvons l'utiliser, nous le reconnaissons si d'autres le produisent, etc. Voilà donc la triade, les trois ouvrages qui sont les piliers de cette manière de voir les choses. D'un côté, la thèse de Chomsky, The Logical Structure of Linguistic Theory, qui avait été discutée en 1955, mais qui a été publiée seulement 20 ans plus tard. Puis un ouvrage extraordinairement ambitieux et extrêmement complexe. Et puis une sorte de précis, de version très abrégée des idées de la thèse, qui est le petit livre Syntactic Structure, qui a eu une influence énorme, qui a vraiment présenté cette manière de voir les choses à la communauté scientifique. Et puis, troisième pilier, le compte-rendu, justement, de Verbal Behavior de Skinner, où Chomsky montre de quelle manière des considérations même très simples sur la nature et les caractéristiques du langage, l'apprentissage du langage et l'utilisation normale du langage, ne peuvent pas être traitées de manière intéressante par la tendance, par l'école dominante à l'époque dans la psychologie américaine, et non seulement aux États-Unis, c'est-à-dire l'école behavioriste. Et à partir de ces critiques, Chomsky proposait quelque chose de nouveau qui a eu une influence fondatrice sur la constitution du paradigme des sciences cognitives. En effet, les sciences cognitives, la nouvelle manière d'aborder la question de l'esprit, de l'étude scientifique de l'esprit, se sont constituées dans les années 50 et la linguistique, par ses contributions, a été l'une des bases, en effet, l'une des disciplines inspiratrices de la nouvelle manière d'étudier l'esprit humain. Voilà, comment peut-on procéder? Quelle est la nature de ce mécanisme computationnel que nous maîtrisons et qui est concrètement représenté d'une manière ou d'une autre dans notre cerveau? Il faut identifier deux types d'éléments. Il y aura des inventaires, donc des listes de choses mémorisées. Nous connaissons un lexique, une série d'entités à deux faces, du côté du son et du côté du sens, et ça sera déposé de quelque manière en mémoire. Et puis il faudra des règles combinatoires, des règles qui permettront de mettre ensemble les éléments des inventaires, former des entités d'ordre supérieur qui, à leur tour, entreront dans la génération d'éléments d'ordre supérieur, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à des phrases qui peuvent, en effet, avoir une complexité illimitée, en tout cas, par rapport auquel il n'y a pas de limite à la longueur possible, par exemple. L'élément crucial dans ce système, c'est le caractère récursif de ces règles. L'idée de la récursivité est une des formelles qui a été développée dans la première moitié du XXe siècle
dans un contexte très différent, donc dans les études des fondements logiques des mathématiques. La théorie des fonctions récursives est une théorie complexe, mais dont Chomsky utilise les sens, en quelque sorte, pour le traitement du langage. Mais une règle linguistique récursive est une règle qui a la capacité de pouvoir se réappliquer sur son propre résultat, indéfiniment, ce qui permet de rejoindre n'importe quelle phrase, engendrer n'importe quelle phrase, quelle que soit sa complexité. Voilà, donc ce petit système nous permet de traiter ce qui a été appelé la créativité gouvernée par des règles. Donc créativité parce que nous avons affaire à un domaine potentiellement illimité de structure, mais c'est une créativité qui est gouvernée par des règles précises, les règles de la grammaire, donc nous avons les inventaires, des règles récursives qui engendrent un ensemble potentiellement illimité de représentations syntaxiques. Mais jusqu'ici, évidemment, on a l'impression d'avoir à faire un petit jeu formel qui reste limité en lui-même, n'est-ce pas? Et évidemment, ce n'est pas que ça. Le langage, c'est autre chose par rapport à ça. Il faut croiser l'aspect combinatoire qui est exprimé par ce système avec une autre propriété centrale et fondamentale du langage, une propriété dont on parle depuis l'Antiquité, bien sûr. Il y a cette fameuse citation d'Aristote, les sons émis par la voix sont les symboles des états de l'âme. Donc, les entités linguistiques ont ce double aspect. Il y a un aspect du côté des sons, et ces sons sont des symboles pour quelque chose d'autre, pour des sens, pour quelque chose d'interne, des états de l'âme. Une conception reprise, développée par beaucoup de linguistes, entre autres par Ferdinand de Saussure, dans son cours de linguistique générale. Saussure a introduit le terme et donc a fondé la discipline qui donne le nom à ma chaire. Alors, ce que Saussure observe est que la langue consiste d'entités à deux faces. Donc, le signe linguistique est constitué par ces deux aspects. Il y a un concept, il y a une image acoustique, et en utilisant le langage, nous passons constamment d'un concept à l'image acoustique et vice-versa. Plus tard, Saussure, dans le cours, appellera tout cela le signe linguistique et il utilisera des néologismes pour se référer à ces deux entités en parlant de signifié et signifiant, respectivement. Alors, comment ça marche? Ben, ça, c'est le très fameux circuit de la parole dont Saussure parle dans le cours. Donc, tout commence dans le cerveau d'un participant à la communication linguistique. Donc, supposons qu'un concept donné déclenche dans le cerveau du locuteur A une image acoustique correspondante. Ça, c'est un phénomène entièrement psychique, donc quelque chose qui se passe dans l'esprit du locuteur, suivi à son tour d'un processus physiologique. Le cerveau transmet aux organes de la phonation une impulsion corrélative à l'image. Puis les ondes sonores se propagent, donc nous sommes au niveau de l'externalisation, ici, de la bouche de A à l'oreille de B, procès purement physique. Donc il y a ces trois procès, psychique, physiologique, physique. Ensuite, le circuit se prolonge en B dans l'ordre inverse, et donc nous avons le circuit qui se crée entre ces deux locuteurs. Évidemment, dans ce type d'approche, la langue partagée par le locuteur est un système de signes, de ces entités bifaciales, associant un signifié à un signifiant. Mais si nous voulons exprimer l'autre propriété importante, la propriété de laquelle nous sommes partis, la créativité gouvernée par des règles, la partie psychique, donc ce qui se passe ici, du circuit, ne peut pas être simplement le repérage d'un signe approprié. Il faudra ajouter le mécanisme combinatoire.
Et ça, c'est un point qui avait été souligné de manière, encore une fois, extrêmement efficace par Charles Darwin dans son ouvrage, que j'ai déjà cité à plusieurs reprises, The Descent of Man, un ouvrage où Darwin essaye d'aborder la question de capacité mentale humaine dans le contexte de sa propre théorie de l'évolution. Ici, j'ai repris cette citation de la deuxième édition, où significativement, exactement ce passage a été modifié, donc, ce qui veut dire qu'il était vraiment en train de réfléchir tout le temps à ce genre de problème. Donc, ce que Darwin dit, it's not the mere articulation which is our distinguishing character, for parrots and other birds possess this power. Donc, c'est toujours la question, comment distinguer l'homme et l'animal. Et donc, il dit, ce n'est pas la pure et simple articulation qui fait la différence, parce que certains animaux, par exemple des perroquets, d'autres oiseaux, ont les capacités d'articulation. Nor is it the mere capacity of connecting definite sounds with definite ideas, for it is certain that some parrots, which have been taught to speak, connect unerringly words with things and persons with events. Donc ce n'est pas la simple capacité de connexion, la connexion saussurienne entre signifiant et signifié, qui fait la différence. Parce que nous savons, par exemple, que certains perroquets qui ont appris quelques éléments du langage sont capables de connecter toujours des mots avec des choses, des personnes, des événements. Ici, il cite dans une note le cas d'un perroquet qui était capable de dire hello quand quelqu'un arrivait et goodbye quand quelqu'un partait. Donc le perroquet était capable de distinguer des personnes, des situations distinctes. Donc la citation continue. The lower animals differ from man solely in his almost indefinitely large power of associating together the most diversified sounds and ideas. And this obviously depends on the high development of his mental powers. Donc la véritable distinction entre les animaux inférieurs et l'homme consiste simplement dans son pouvoir, sa capacité presque infinie d'associer ensemble les sons les plus différenciés et les idées les plus différenciées. Donc c'est encore une fois l'aspect combinatoire qui fait la différence essentielle ici. Donc comment exprimer tout ça? C'est ici que la notion d'interface devient pertinente. Donc notre système combinatoire, que nous avons modélisé de manière très simplifiée comme ça, doit pouvoir parler, donc échanger de l'information avec les systèmes sensorimoteurs de la perception et de l'articulation, et ainsi qu'avec les systèmes des concepts des intentions. Donc, du côté des sons et du côté des sens, côté de la pensée, si vous voulez, il faut avoir ces portes qui permettent l'échange d'informations. Il y a donc au moins deux interfaces, une interface qu'on peut appeler phonétique, de représentation phonétique ou forme phonétique, à l'interface avec les systèmes sensorimoteurs de la perception et de l'articulation, qui est utilisée pour l'externalisation de structures engendrées. Donc, vous vous souvenez, quand dans le circuit de la parole, on passe, disons, l'événement devient un événement physique, on est au niveau de l'externalisation d'une structure qui, jusqu'à ce point, était interne à l'individu. Et puis, il y a des représentations sémantiques, ici, à l'interface avec les systèmes de pensée, systèmes de concepts, systèmes des intentions, très difficile de distinguer clairement dans notre espèce le langage et la pensée, parce que nous avons l'impression de penser par le langage en quelque mesure. Hein. Mais c'est certainement possible de le faire. Par exemple, nous pensons en termes d'image, non seulement en termes d'expression linguistique, quoique une séparation nette est très difficile. Telle est la force du langage dans sa capacité de structuration de la pensée.
Évidemment, on a déjà évoqué les langues des signes. Il faut bien sûr généraliser ce type de système pour inclure les langues de signes qui utilisent un autre canal, le canal gestuel visuel, à la place du canal articulatoire auditif, comme nous allons entendre dans la présentation de Jeremy Kuhn dans environ 3/4 d'heure. Ces systèmes sont des langues naturelles à part entière. Ils ont un lexique, une morphologie, une syntaxe, une sémantique, comme les langues orales. On peut parler aussi de phonologie. Je pense que Jeremy va donner des exemples de ce qu'on peut entendre par phonologie des langues de signes. Mais clairement, le canal utilisé est différent. Donc il faut généraliser, il faut penser ici à la possibilité d'une interface gestuelle, non seulement une interface avec le système des sons. Et donc les langues de signes soulèvent des questions très importantes sur le rôle du canal utilisé. Est-ce que le canal utilisé est fondamentalement indifférent? Donc tout le fonctionnement de ce système reste exactement le même. C'est comme si on attachait une imprimante différente à un ordinateur qui reste exactement le même. Ou bien y a-t-il des propriétés spécifiques qui sont liées aux modalités choisies? Je pense que certains de ces thèmes seront abordés dans le séminaire. En effet, dans les 2 séminaires de cette semaine et de la semaine suivante. En tout cas, en gardant ça à l'esprit comme un aspect important d'enrichissement du système, arriver à traiter de manière adéquate les langues des signes, nous devons de toute façon enrichir notre caractérisation du système computationnel, des inventaires de règles combinatoires récursives, par la postulation d'interfaces qui doivent être lisibles, qui doivent produire des représentations, présenter des représentations lisibles par des systèmes sensorimoteurs de la production-perception et par les systèmes de pensée, des concepts et des intentions. Donc ça, c'est le cadre général qu'il faut adopter si on raisonne de cette manière. Alors, par rapport à toutes les questions que j'ai évoquées jusqu'à présent, ces questions sont restées fondamentalement constantes sur une période d'environ 70 ans de grammaire générative. Les questions que j'ai évoquées sont et continuent à être les questions fondamentales qui sont traitées. Les moyens pour répondre à ces questions sont constamment raffinés, mais fondamentalement, tout cela reste constant. Il y a bien sûr eu des changements, des développements très importants, et je vais me concentrer maintenant sur 2 changements, l'un qui concerne les inventaires et l'autre qui concerne les computations, les systèmes computationnels. Donc pour les inventaires, il y a ces 2 entités, le lexique substantiel et le lexique fonctionnel. Donc on peut de manière assez nette distinguer dans le lexique entre un lexique qu'on peut caractériser comme substantiel, qui a un contenu descriptif, donc qui consiste de noms, de verbes, d'adjectifs. Les noms se réfèrent à des individus, des choses, etc. Les verbes désignent des événements, fondamentalement, les adjectifs des propriétés, des qualités, etc. Donc tout ça a un contenu descriptif. Tandis que le lexique fonctionnel est le petit lexique, le petit mot qui consiste de choses comme les déterminants, les articles, les auxiliaires, par exemple, être, avoir en français, etc. Les complémenteurs, des choses comme que, si en français, les choses qui introduisent des phrases subordonnées, et des choses qui souvent ne sont même pas des mots autonomes, par exemple dans les langues indo-européennes, très souvent les marques de temps et d'aspect ne sont pas des mots autonomes. Néanmoins, ce sont des morphèmes qui sont typiquement agglutinés au verbe. Et alors, ce qui s'est passé progressivement dans l'histoire de la discipline, ça a été un déplacement d'emphase du lexique substantiel au lexique fonctionnel. Pourquoi le lexique fonctionnel est devenu si important?
il y a un certain point de vue à partir duquel le lexique substantiel est ce qui compte vraiment, n'est-ce pas? Par exemple, si on élimine le lexique fonctionnel, pour l'essentiel, on obtient encore de messages compréhensibles. Pensez au style télégraphique, à la manière dans laquelle on envoyait des télégrammes quand on envoyait encore des télégrammes. C'était fondamentalement des structures où il n'y avait que, ou presque que, le lexique substantiel. Donc pourquoi le lexique fonctionnel est si important? Il y a plusieurs raisons qui sont indiquées ici. D'un côté, les éléments fonctionnels créent des squelettes structuraux, donc des sortes d'échafaudage de structures pour l'insertion des éléments substantiels. Et la structure fonctionnelle donne lieu à des configurations qui peuvent être très complexes, des hiérarchies d'éléments fonctionnels, et c'est précisément ça l'objet spécifique d'études, des études cartographiques sur lesquelles on va revenir la prochaine fois. Donc il y a un effet structurant qui est extrêmement important des éléments du lexique fonctionnel. Ensuite, les éléments fonctionnels déclenchent les actions computationnelles, c'est-à-dire quand on active une action, on va parler des actions dans 2 minutes, des opérations comme assembler des éléments ou bien faire bouger un élément, etc., eh bien, les ordres qui déclenchent ces opérations sont exprimés, selon les modèles actuels, dans le lexique fonctionnel. Les éléments fonctionnels expriment les éléments de la variation, les paramètres de variation. Une propriété extrêmement importante est la variation. Nous devons, dans toute étude comparative sur les langues, distinguer l'invariance et la variation, ce qui reste constant à travers les langues et ce qui varie d'une langue à l'autre. Eh bien, le grand défi de la syntaxe comparative, c'est de tout réduire à un système de paramètres, un système de choix binaire, et l'idée courante sur le locus, sur l'endroit où on exprime ces paramètres, c'est justement le lexique fonctionnel. Donc c'est ce lexique qui porte ce type d'information. Ensuite, les éléments fonctionnels, bien sûr, participent à l'interprétation, guident l'interprétation aux interfaces en fournissant des éléments interprétatifs beaucoup plus abstraits par rapport aux éléments du lexique substantiel. Par exemple, toute l'information temporelle, aspectuelle, modale dans le système verbal, le caractère défini, indéfini, spécifique, inspécifique dans le système nominal. Puis les éléments, le lexique fonctionnel exprime les connecteurs logiques, donc conjonction, disjonction, négation, implication, et donc tout ce qui est à la base de nos capacités de raisonnement par le langage est exprimé dans le lexique fonctionnel. Donc un rôle aussi interprétatif extraordinairement important. Et de plus, certaines articulations liées à l'organisation discursive, comme topique, commentaire, focus, présupposition, dont on va beaucoup parler plus tard dans ce cours, sont liées à la présence, de manière tout à fait explicite dans certaines langues, sont liées à la présence de certains éléments du lexique fonctionnel qui signalent, on a affaire ici avec une articulation topique-commentaire, par exemple. On va voir les exemples pertinents. Et ces éléments sont aussi ont un rôle crucial à l'interface avec la phonologie et donc l'externalisation, en ce que les éléments fonctionnels déterminent l'ordre de mots, quelque chose d'extraordinairement important dans le langage, et aussi certaines propriétés clairement phonologiques comme des propriétés de l'intonation et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est un type d'évolution du lexique de contenu au lexique fonctionnel. Et puis, bien sûr, au niveau de l'étude des computations, il y a aussi eu un développement extrêmement important qu'on peut caractériser comme ça. Les computations deviennent de plus en plus abstraites. C'est-à-dire, si je pense au système de règles qui était utilisé quand j'étais étudiant dans les années 70, eh bien, les règles étaient vraiment calquées et orientées sur les constructions grammaticales. Donc, par exemple,
à l'époque. On étudiait qu'il y avait des règles transformationnelles pour construire les phrases relatives à partir de phrases simples, pour construire les phrases interrogatives, donc transformation interrogative, transformation passive, transformation causative. Par exemple, quand j'étais étudiant à Vincennes, on parlait beaucoup de la transformation causative parce que le travail de Kane était très largement focalisé à l'époque sur le fonctionnement de cette transformation. Alors, ce type de système a été remplacé par une recherche d'opérations de plus en plus abstraites et donc de plus en plus générales. Et donc, la tentative d'identifier les ingrédients de base des computations syntaxiques. Donc, des opérations comme merge, terme anglais qu'on peut traduire comme assemblage ou fusion, donc le fait de mettre ensemble deux éléments, qui est l'opération fondamentale pour la construction des structures, le mouvement, on va parler de cela, des opérations de recherche pour mettre en relation des points distincts de la structure, des opérations d'externalisation. Et donc ce sont les opérations qui sont prises en considération maintenant très différentes, beaucoup plus abstraites que les opérations de la période, disons, si on remonte jusqu'aux années 70, en gros. Alors on dit parfois que dans ce système abstrait, les constructions grammaticales n'existent pas, disparaissent. Ceci est peut-être une exagération. La construction grammaticale reste, mais non pas en tant qu'entité atomique, mais en tant qu'entité moléculaire, et constituée par des conglomérats d'opérations élémentaires et de choix dans le lexique fonctionnel. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est que la construction relative? Bien sûr, il y a quelque chose qu'on peut appeler construction relative, mais ça correspond à un certain choix dans le lexique fonctionnel, un certain complémentaire qui pourrait être que, par exemple, en français, et toute une série d'opérations que cet élément déclenche, des opérations de mouvement d'un élément nominal en position initiale ou en position finale, selon les langues, et tout l'ensemble d'opérations qui vont avec cette structure particulière. Donc les constructions sont des conglomérats structurés d'opérations élémentaires et des choix dans le lexique fonctionnel selon cette manière de voir les choses. Cette opération de saut vers des systèmes de plus en plus abstraits a concerné non seulement les règles, mais aussi les conditions et les principes généraux qui opèrent sur les computations. Il y a eu le même type d'identification d'entités de plus en plus abstraites. Encore une fois, quand j'étais étudiant, les conditions générales sur l'application des règles qu'on étudiait, c'était les conditions de Ross. Ross, dans sa thèse, avait fait un catalogue extrêmement riche de ces conditions, comme la condition du syntagme nominal complexe. On ne peut pas sortir un élément d'une certaine configuration nominale. La condition de l'îlot adverbial, par exemple. Quand on a affaire à une phrase adverbiale, on ne peut pas sortir un élément. Et puis, il y avait l'ensemble des conditions qui avaient été identifiées par Chomsky dans son article Conditions on Transformation de 1973, qui avait été la première tentative de vraiment structurer de façon très détaillée le système de conditions que les règles devaient obéir. Et on parlait de règles comme de conditions comme la condition du sujet spécifié, specified subject condition, la condition de la phrase verbe conjugué, tense-desk condition, etc. Donc ce genre de conditions. Alors, les conditions ou principes dont on parle maintenant, c'est des entités beaucoup plus abstraites, des choses comme la minimalité relativisée, par exemple, qui dit qu'on ne peut pas lier localement deux positions s'il y a un troisième élément qui intervient entre les deux et qui a quelque chose en commun avec les deux éléments qu'on essaye de relier. La théorie des phases, qui dit la computation doit procéder par phases successives.
les conditions d'économie représentationnelle et dérivationnelle. L'économie représentationnelle qui dit essentiellement il faut économiser les symboles, il faut économiser les éléments. On ne peut pas postuler sur des représentations des éléments qui n'ont pas un contenu interprétatif. Donc, économie de symboles, économie représentationnelle et économie dérivationnelle, c'est-à-dire il ne faut pas faire des pas inutiles dans les dérivations. Tout pas, chaque pas qu'on fait, chaque opération qu'on réalise doit être motivé par quelque chose. Okay? Donc, ce type d'évolution a eu un impact considérable sur toutes sortes d'autres considérations, parce que les principes classiques, je suis à ce nota bene ici, avec leur référence à des notions linguistiques comme sujet, adverbe, syntagme nominal, verbe conjugué, phrase finie, etc., suggéraient fortement une caractérisation spécifique au domaine linguistique, n'est-ce pas? C'est difficile de penser quel serait l'équivalent de la condition du sujet spécifié pour le domaine de la vision, par exemple, un domaine dans lequel la notion de sujet ou de phrase n'est pas définie. Et donc, il y avait cet aspect. Ces principes suggéraient quelque chose de vraiment spécifique au langage, tandis que les principes abstraits qu'on considère maintenant ouvrent la possibilité qu'il s'agisse de cas particuliers de principes de nature plus générale, s'appliquant à d'autres systèmes cognitifs, à d'autres systèmes complexes. Par exemple, il y aura des principes de localité aussi dans la vision. Il y aura des principes de localité aussi dans d'autres domaines cognitifs. Et donc, on peut se poser sérieusement la question, est-ce que ce type de contrainte est spécifique au langage, ou bien c'est une manifestation particulière de quelque chose de beaucoup plus général? Cet aspect a été souligné, encore une fois par Chomsky, dans un article des années 2000, cet article « Three Factors in Language Design », où l'idée est que la constitution du savoir linguistique chez l'adulte obéit et suit trois types de facteurs déterminants. Il y aura des principes spécifiques de la faculté du langage, ce qui était appelé traditionnellement et continue d'être appelé dans ce sens spécifique la grammaire universelle. Puis il y aura l'expérience. Bien sûr, le langage n'est pas un système inné, c'est un système où il y a un élément d'apprentissage qui est inéliminable. Donc l'expérience a un rôle crucial. Et ensuite, il y aura aussi des principes non spécifiques au langage qui auront un rôle déterminant. Des principes d'analyse de données, par exemple d'analyse statistique des données. On sait que le bébé est un très bon statisticien. Les résultats des études expérimentales sur l'état cognitif initial montrent cela. Donc de tels principes qui peuvent être utilisés pour le langage, mais qui peuvent être utilisés pour n'importe quel autre domaine, seront certainement utilisés et auront un rôle significatif. Aussi dans l'acquisition du langage, dans l'utilisation du langage. Et puis il y aura des principes généraux d'efficacité computationnelle qui ne sont pas nécessairement spécifiques du langage, qui pourraient être des principes d'architecture générale que des systèmes complexes essayent d'exprimer et d'obéir. Donc, je crois qu'on peut caractériser le programme minimaliste, donc la version la plus récente de grammaire générative, comme la tentative d'enrichir progressivement le rôle de cette troisième classe de principes, tout en simplifiant radicalement les principes spécifiques du langage. Et évidemment, cette tendance, qui est très importante et qui n'est pas récente, ça fait partie du programme minimaliste de sa première conception dans les années 90, est rendue possible, à mon avis, entre autres, et favorisée par l'analyse de plus en plus abstraite des mécanismes de base
du langage qui ouvre cette possibilité de comparer à travers différents systèmes cognitifs. Voilà, nous en arrivons à merge, donc cette opération fondamentale de construction de la structure qui est à la base du système minimaliste. Merge, le terme anglais que je continuerai à utiliser, s'est traduit parfois comme fusion, parfois comme assemblage. Le terme fusion, qui est la traduction typique, en effet, ne me plaît pas trop parce que fusion implique en quelque sorte que les éléments qui sont fusionnés perdent leur identité. C'est-à-dire que dans le cas de merge, ce n'est pas le cas. Les éléments gardent crucialement leur identité, leurs caractéristiques. Donc je préfère utiliser plutôt le terme assemblage, mais pour enlever toute ambiguïté, je continuerai à utiliser le terme anglais merge. Donc c'est une opération qui est l'opération combinatoire la plus simple possible, la plus simple imaginable. Une opération qui dit prends deux éléments, mets-les ensemble, transformer un troisième élément qui pourra à son tour être soumis à l'opération. Donc c'est une opération récursive en ce sens. Donc tu prends deux éléments A et B et tu formes une petite structure élémentaire de ce type et la structure ainsi obtenue pourra à son tour être soumise à l'opération. Donc il pourra être assemblé avec un autre élément C, par exemple, qu'on aura repris, par exemple, à partir du lexique. Voilà. Donc, quelques spécifications ici. Normalement, il y a une asymétrie entre ces deux éléments, c'est-à-dire l'un des deux éléments sélectionne l'autre. Par exemple, un verbe sélectionne un élément nominal plutôt que vice-versa. Donc, si on assemble un verbe, rencontrer, et un nom, on forme une entité, verbe plus nom, qui sera une entité verbale. L'élément qui donne, selon l'un des algorithmes concevables d'assignation d'étiquettes à l'arbre, c'est l'élément qui sélectionne, qui détermine toujours l'étiquette qui est créée. Il y a d'autres algorithmes d'étiquetage qui sont considérés, mais ça paraît vraiment très basique et très simple. Donc, si on assemble un verbe et un nom, on forme une entité verbale, un syntaxe verbal. Rencontrer Marie, par exemple. L'opération est récursive parce que ce qu'on a créé peut à son tour être soumis à l'opération. Donc, nous avons que les applications successives de l'assemblage ou de merge peuvent construire des structures arborescentes de ce type qui exprime aussi une structure hiérarchique. Cette structure, en quelque sorte, récapitule l'ordre d'application de merge à partir du point le plus enchâssé, donc rencontrer Marie, puis ça va s'assembler avec une marque de temps qui sélectionne une entité verbale, puis tout cela peut s'assembler avec un sujet. Et on crée de cette manière une phrase complète. À son tour, cette phrase complète peut être soumise à l'assemblage en l'assemblant avec un élément comme le complémentaire, un élément comme que en français, qui a la propriété, complémentaire c'est exactement ça que le terme veut dire, qui a la caractéristique de transformer une phrase en un complément possible d'un verbe supérieur. Donc un verbe supérieur peut sélectionner une phrase subordonnée, puis nous pouvons continuer avec l'assemblage, obtenir Pierre a dit que Marie va rencontrer, que Jean va rencontrer Marie, par exemple. Et ça, évidemment, ce n'est pas la phrase plus longue que nous pouvons produire parce que ça peut faire partie d'une phrase encore plus structurée, comme Antoine ne sait pas si Pierre a dit que Jean va rencontrer Marie, etc., etc. Et on peut continuer de cette manière indéfiniment. Voilà. Est-ce que merge, cette opération, avec toutes ces caractéristiques, on la retrouve dans toutes les langues naturelles? Est-ce que c'est une propriété universelle? La réponse est positive, mais afin de donner, disons, de bien caractériser cette question,
Donc, pour essayer de répondre de manière efficace, il faut d'abord se demander à quoi ressembleraient des systèmes linguistiques sans merge, sans l'assemblage. Il y a deux types de situations à considérer. Donc, on pourrait considérer des systèmes sans merge du tout. Donc, on peut imaginer un système qui n'a qu'un lexique et aucune possibilité de mettre ensemble des éléments du lexique. Ou bien, on pourrait considérer un système qui a un lexique, qui a merge, mais l'opération n'est pas récursive. Donc, l'opération s'applique une fois et puis elle s'arrête. Okay? On pourrait considérer ce genre de choses. Ce type de système ne permet que d'énoncer d'un seul mot, évidemment. On choisit un élément du lexique, on le produit et c'est tout. Le type de système avec merge non récursif permet de produire des structures de longueur maximale de deux mots, et puis le système s'arrête. Okay? Donc on peut imaginer comme modèle artificiel de système de cette sorte, de façon assez rudimentaire, par exemple un feu rouge qui ne produit qu'un mot, donc rouge, vert, jaune, et c'est tout, donc un seul mot, ou bien un système, un feu rouge un peu plus développé, qui permet la combinaison vert et jaune, rouge et jaune, avec une interprétation compositionnelle. Regarde, le système est en train de changer. Mais rien d'autre, donc pas de possibilité d'application récursive. Alors, trouve-t-on dans le monde naturel de systèmes de ce type, et est-ce que des langues humaines fonctionnent comme ça? À la deuxième question, on peut déjà répondre non, ce n'est pas le cas, mais on va revenir sur cette question. Trouve-t-on dans le monde naturel des systèmes qui ont les caractéristiques de 1 ou de 2? Réponse vraisemblablement oui. Par exemple, si on regarde au système de communication animale, on trouve quelque chose qui ressemble beaucoup à des systèmes avec des mots individuels sans merge, sans la possibilité de combinaison. Par exemple, j'ai mentionné ici l'ouvrage important de Mark Hauser qui s'intitule The Evolution of Communication, qui est une grande synthèse de tout ce qu'on savait sur la communication animale vers la fin du siècle dernier. Et donc ça c'est un gros texte d'environ 800 pages, mais il n'y a pratiquement pas de référence à la syntaxe. Si on regarde, il n'y a qu'une note pratiquement qui parle de syntaxe pour dire qu'on ne trouve pas de syntaxe dans les systèmes de communication animale. Et en effet, ce que Hauser dit dans cette note, « There is no convincing evidence of lexical syntax in the animal kingdom ». Par lexical syntax, il entend une syntaxe compositionnelle, donnant lieu à une interprétation compositionnelle, où on interprète la structure qu'on obtient de manière compositionnelle, donc comme fonction compositionnelle des sens des parties et de la structure. Donc un exemple classique de système qui a des mots mais qui n'a pas de syntaxe, c'est le système de cri d'alarme qui a été présenté, par exemple, dans toute une série d'espèces de singes. En particulier, il y a cet article fameux sur les vervet monkeys, sur les singes vervettes, de plusieurs auteurs, dont Pete Marler, qui montre comme cette espèce est capable de produire des cris d'alarme spécialisés selon le type de prédateur. Donc il y a un cri d'alarme spécialisé pour signaler un danger qui vient du sol, typiquement à cause de la présence d'un léopard, ou un cri d'alarme pour signaler la présence d'un aigle, donc un problème qui vient d'en haut, un cri d'alarme spécialisé pour la présence d'un serpent dans le contexte immédiat, et ces mots individuels produits par l'espèce ont un effet comportemental
différent, sélectif. Hein, donc il y aura un comportement de protection différent des conspécifiques selon le type d'alarme qui a été signalé. Mais typiquement, ces signes ne sont pas combinés. Donc il n'y aura pas d'aspect combinatoire lié à ce système. Les choses ont ensuite évolué dans l'étude de la communication animale. Ici, je cite cet article dû à une série d'auteurs, dont Philipp Schlenker, premier auteur ici à l'école normale, et dernier auteur Klaus Zuberbühler, un spécialiste de cognition animale. Dans cet article, ces auteurs ont observé, ont répertorié toute une série de formes rudimentaires de combinatoires qu'on trouve dans des espèces de primates non humains. Hein. Par exemple, chez les singes de Campbell, il constate la possibilité de créer des signes comme crack, hook, qui signalent respectivement danger terrestre ou danger aérien, mais aussi la possibilité de combiner ça avec une sorte de suffixe ou, donc obtenir un signe complexe, crack ou rock ou, et avec une interprétation bien identifiable ici. Hein, ce suffixe indique que le danger est réel, mais pas totalement imminent, parce que, par exemple, le prédateur est loin. Tandis que l'utilisation sans suffixe désigne un danger imminent. Donc là, il y a même un début, on dirait, de compositionnalité, d'interprétation compositionnelle d'un signe complexe à partir de ces éléments. Un autre élément d'une nature assez différente est ce qu'on trouve chez les cercopithèques-hocheurs, appelés en anglais putty-nosed monkeys, on voit pourquoi. Donc ils peuvent produire des signaux comme pio ou hack pour signaler prédateurs terrestres, pour signaler prédateurs aériens, mais aussi un signe complexe, pio-hack, cette fois-ci apparemment sans interprétation compositionnelle, parce que c'est un signal de mouvement du groupe qui n'est pas lié à une situation de danger imminent. Okay? Donc apparemment ici, la combinatoire est utilisée non pas pour créer une structure interprétée compositionnellement, mais pour étendre l'inventaire de signes possibles en créant de nouveaux signes. Hein, ce qui est une utilisation évidemment différente. C'est un peu ce qu'on fait dans les langues humaines quand on crée une expression idiomatique, hein, où l'interprétation n'est pas compositionnelle. Par exemple, casser sa pipe dans l'interprétation idiomatique n'a pas une interprétation compositionnelle, veut dire quelque chose de différent, veut dire mourir éventuellement. Donc c'est une manière d'avoir une autre manière de se référer à un certain type d'événement auquel, pour des raisons de tabou, par exemple, on ne veut pas se référer directement. Voilà, donc ces formes combinatoires, évidemment, sont extrêmement rudimentaires, hein, extrêmement limitées par rapport à ce qu'on trouve dans les langues humaines. Néanmoins, il y a quelques similarités qui méritent d'être soulignées avec ce qu'on trouve dans les langues humaines. En particulier, nous trouvons des contraintes de sélection typiques des langues humaines, des contraintes d'ordre et un début de distinction entre fixation et combinaison syntagmatique. Voyons ça. Voilà, donc, contrainte de sélection, on a vu chez les singes de Campbell, crack, hook peuvent se combiner avec ce suffixe, mais pas d'autres éléments, pas boom, par exemple, qui fait partie du lexique, mais qui n'est pas combinable. Également, chez d'autres espèces, les singes de Diana, on peut créer des structures complexes, comme des types de messages, des types de mots que les primatologues appellent LAHR, en donnant lieu à ces combinaisons. Ces éléments peuvent être aussi utilisés comme des éléments isolés.
on peut avoir ces combinaisons, mais d'autres signes ne se combinent pas. Donc c'est toujours A qui se combine comme dernier élément avec quelque chose d'autre. C'est un peu le type de sélectivité que nous trouvons dans les langues humaines, n'est-ce pas? Quelque chose comme un article se combine avec un nom, mais non pas avec une préposition. Donc le avec, le rapidement, ça ne se combine pas avec un adverbe. Donc nous avons sélection ici. Nous avons des contraintes d'ordre. Pour reprendre le cas des singes de Diana, A suit toujours ces autres signes. Pioac, chez les cercopithèques hocheurs, a toujours cet ordre, n'a jamais l'ordre contraire. Même chose pour d'autres séquences, par exemple les colobes noirs et blancs produisent des séquences snort-roar, mais pas le contraire, pas l'ordre contraire. Même chose encore d'autres espèces, ces espèces en Amérique du Sud produisent seulement des séquences avec certains ordres. C'est un peu ce qu'on trouve dans les langues naturelles, n'est-ce pas? En français, le cheval, on n'a pas cheval le. Donc contrainte d'ordre et distinction, de but de distinction en tout cas, entre affixation et combinaison syntagmatique. Donc nous avons vu qu'un élément comme ou chez les singes de Campbell ne forme pas un mot autonome, toujours combiné avec un autre mot, donc il n'y a pas de mot indépendant ou, se comporte comme un affixe, comme par exemple S en anglais, qui ne peut pas survivre tout seul. On peut l'attacher à un autre élément, boys, girls, etc. Mais on n'a pas ce genre de choses. On trouve aussi des combinaisons syntagmatiques. Les signes qu'on a vus avant peuvent en effet être combinés. Par exemple, ici, cet élément A peut aussi former un mot autonome ou bien se combiner avec d'autres mots. Donc nous avons les deux types de situations, affixation, etc. Voilà. Donc, toutes ces considérations suggèrent bien sûr que la discontinuité est sans doute l'élément saillant dans la comparaison entre langage humain et système animal, mais il y a aussi des éléments de continuité qui méritent d'être explorés. Alors, comment faire ça? Je vais brièvement illustrer ces aspects, puis je vais m'arrêter un peu avant pour permettre au système d'interprétation du prochain séminaire de se mettre en place. Donc, comment discuter, comment traiter la continuité et la discontinuité? Une possibilité est offerte par une réflexion sur la nature de cette opération de merge. Il y a une typologie de choses qui peuvent être soumises à merge, et en particulier cette typologie d'utilisation de merge crée une hiérarchie naturelle de complexité qui peut être utile dans ce travail comparatif. Nous avons trois types, fondamentalement, trois situations liées à merge. Nous pouvons prendre deux éléments du lexique, un item et puis un autre item, les mettre ensemble, ou bien nous pouvons avoir un syntagme déjà formé et opérer l'assemblage avec un item tiré du lexique, ou bien nous pouvons avoir deux syntagmes déjà formés indépendamment et les assembler ensemble. Et il y a clairement une gradation de complexité entre ces trois types d'applications qu'on peut essayer de caractériser un peu plus précisément. Donc, nous avons d'abord ce pas item-item qui est toujours le premier pas d'une dérivation syntaxique. Quand nous créons une structure complexe, il faut toujours démarrer par la sélection de deux éléments du lexique. Il n'y a pas d'alternative. Okay? Donc ça, c'est toujours un premier pas. Cette opération en tant que telle, on pourrait dire, n'est pas de manière inhérente récursive, parce que nous avons deux items qui sont mis ensemble et qui ne forment pas quelque chose qui est un item lexical, qui forment quelque chose d'ordre supérieur, une entité syntagmatique. Donc, premier pas qui n'est pas nécessairement récursif en tant que tel. Puis un deuxième pas qui prend un syntagme déjà formé par des applications précédentes
de merge et qui l'assemble avec un item tiré du lexique. Mais remarquez que ce pas présuppose quelque chose, présuppose un repositoire temporaire pour le syntagme déjà formé. Donc, si nous avons formé ce type de syntagme, nous devons avoir la possibilité, dans un système qui utilise cette application de merge, nous devons avoir la possibilité de stocker en mémoire de manière temporaire ce que nous avons créé pour rendre cette entité disponible pour une application successive de merge. Donc, ici, l'élément de complexité ultérieure, c'est la nécessité d'avoir un repositoire temporaire qui est le truc fondamental qui permet la récursivité, n'est-ce pas? Si nous n'avons pas de repositoire temporaire, il n'est simplement pas possible d'appliquer la règle récursivement. Donc, ce type d'application est récursif. Nous pouvons ici continuer indéfiniment la structure, toujours en ajoutant un item. La fille voit la fille, il voit la fille, qu'il voit la fille, dit qu'il voit la fille, etc., en rajoutant toujours un item. Mais il y a un autre type d'application plus complexe, c'est-à-dire nous devons avoir dans les langues naturelles aussi la possibilité de mettre ensemble deux syntagmes complexes. Par exemple, une structure sujet-prédicat, le garçon voit la fille, peut avoir et un sujet et un prédicat qui sont des entités complexes, qui sont des entités constituées de plus qu'un élément. Donc, afin de pouvoir appliquer merge de cette manière, nous avons besoin de deux repositoires pour former chacun des syntagmes qui est soumis à l'opération. Puis si merge est une opération binaire, c'est tout ce dont nous avons besoin. Il n'y a pas d'autre cas possible d'application de merge. Okay? Donc nous avons ce type de système et ceci permet d'engendrer automatiquement une séquence de systèmes computationnels de complexité computationnelle croissante. Donc nous pouvons envisager un système qu'on pourrait appeler merge 0, donc un système qui a un lexique, mais qui n'a pas de merge, donc pas de possibilité de combiner des éléments. Donc ce système ne peut produire que des phrases avec un seul élément. Il n'y a pas de possibilité combinatoire. Puis, on monte un tout petit peu dans la complexité, on peut penser à un système basé sur merge de type 1, c'est-à-dire un système qui a merge non récursif. Donc la seule chose que ce système peut faire, c'est de mettre ensemble deux éléments, donc engendrer des choses comme la fille, par exemple, ou Pioac, si on pense au système animal, mais c'est tout. Pas de procédure récursive, donc on ne peut pas continuer. Puis, il y a un système qu'on pourrait appeler merge 2, qui est plus riche que merge 1 parce qu'il a un repositoire. Donc, il a un système pour stocker temporairement le résultat de l'opération de merge, et ceci permet de faire le saut vers le système récursif. Là, on peut créer un syntagme, puis aller chercher un autre élément, former une entité constituée de l'item et du syntagme, et dès qu'on a ça, dès qu'on a le système, le repositoire, on peut continuer indéfiniment, parce qu'on peut toujours stocker l'information dans le repositoire, etc., etc. Puis on peut appeler merge 3 un système encore plus complexe qui a deux repositoires, donc qui permet de constituer de manière indépendante deux syntagmes et puis éventuellement de les mettre ensemble et former des structures dans les langues naturelles comme le garçon voit la fille. Alors, selon cette manière de voir les choses, on peut dire que la ligne qui distingue les systèmes de communication animale qu'on a discuté avant et le langage humain se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire chez les animaux, en tout cas les animaux qu'on a considérés, parce qu'il peut y avoir aussi d'autres types de situations, mais donc dans les primates non humains et les cas qu'on a considérés, nous avons des systèmes
qui produisent un seul item, des systèmes qui peuvent produire au maximum des structures avec deux items, donc PIOAC par exemple, ou les autres types de situations que nous avons vues. Mais là, les choses s'arrêtent. Donc c'est la disponibilité d'un répositoire, selon cette manière de voir les choses, qui permet l'application récursive de merge, qui devient indisponible à partir de ce point. Donc ça serait la ligne de distinction entre les systèmes de communication animale en ce qui concerne la syntaxe et les structures humaines. Alors on peut objecter à cette manière de voir les choses. On fait cette observation souvent. On peut dire que ce type de comparaison directe entre le langage humain et les systèmes de communication animale pose le problème que le langage humain est un système incomparablement plus riche à tous les niveaux, donc non seulement au niveau syntaxique, mais aussi de la phonologie, du lexique, de la morphologie, de la syntaxe évidemment, et de la sémantique aussi. Et donc on pourrait dire que c'est un système radicalement différent. Vous vous souvenez, l'âme du tout différente dont Descartes parlait. Et donc, on pourrait dire que toute comparaison est nécessairement vouée à l'échec. Et il est difficile de ne pas être d'accord sur ce point qui a été souligné, par exemple, récemment par Berwick et Chomsky dans le livre Why Only Us. Il souligne le caractère unique du langage humain, qui a été souligné par Descartes, mais aussi par Darwin, d'une manière un peu différente. Néanmoins, il me semble que l'analyse linguistique détaillée que nous avons proposée montre que le langage humain, aussi complexe qu'il soit, se construit à partir de mécanismes de base très simples. N'est-ce pas, si l'idée de merge est correcte, le mécanisme de base est extraordinairement simple. Il me paraîtrait donc légitime de comparer ces mécanismes de base avec les mécanismes à l'œuvre dans les systèmes radicalement plus pauvres, comme le système de communication animale, pour identifier précisément à quel stade la divergence se manifeste. Alors je vais m'interrompre maintenant. Je vais juste reprendre quelques thèmes comme la superlinguistique et l'application de ce modèle non seulement dans la phylogénèse, mais aussi dans l'ontogénèse. Donc peut-être le développement du langage peut être vu comme un processus de croissance sur cet axe, donc le passage, en tout cas le système de la production, d'un système à un système plus complexe, mais je vais reprendre tout ça la semaine prochaine. Remarquons simplement que toutes les langues adultes, au mieux de notre connaissance, utilisent le système de merge dans sa pleine richesse. Il inclut donc l'assemblage récursif, il inclut la possibilité de récursion, il inclut la possibilité d'assembler des syntagmes complexes, donc le troisième degré. Donc tout ça semble être une caractéristique universelle des langues humaines adultes. On verra la prochaine fois qu'il y a eu quelques discussions sur ce point, ou quelque chose lié à ce point, avec l'étude d'une langue parlée dans la région amazonique qui semblait manifester certaines limitations sur les propriétés récursives, mais on va voir ça la semaine prochaine. Donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui à ce point. On est déjà un tout petit peu en retard. S'il y a une question immédiate, peut-être on peut encore échanger très très rapidement et ensuite on passera au séminaire. Je pense que c'est un signal. Éventuellement, s'il y a une question, vous pourrez la poser à la fin, évidemment aussi du séminaire.